Votre prochain rendez-vous avec votre gérant de fortune pourrait être le plus rentable que vous ayez jamais eu. Pas parce qu'il va vous présenter une nouvelle opportunité d'investissement, pas parce que les marchés sont favorables aujourd'hui, mais parce que vous allez arriver avec cette question. Cette question précise, concrète, auquel tout gérant de fortune sérieux devrait pouvoir répondre sans hésitation. Et la façon dont il va répondre à ces questions, ou ne pas y répondre, va vous apprendre sur votre relation bancaire plus que 10 ans de relevé de compte. Après des années à travailler dans des grandes banques privées suisses, j'ai vu beaucoup de réunions de ce type. J'ai vu des clients repartir convaincus d'avoir eu une bonne conversation sans avoir posé une seule question qui compte vraiment. Et j'ai vu aussi les rares clients qui posaient les bonnes questions pour obtenir des choses que les autres ne savaient même pas demander. Aujourd'hui, vous faites partie de ceux qui connaissent les 7 questions clés qu'il faut poser. Mais avant même d'arriver aux questions elles-mêmes, il faut comprendre quelque chose d'important. Votre gérant de fortune est, dans la grande majorité des cas, quelqu'un de compétent et de bonne foi. Il ne cherche pas activement à vous nuire, mais il travaille dans un système, une banque, une structure, une hiérarchie qui a des intérêts qui ne coïncident pas toujours parfaitement avec les vôtres. Et ce système, de façon très naturelle, a appris à fonctionner sur votre passivité, sur le fait que vous faites confiance, que vous ne posez pas trop de questions précises, que la relation est confortable et que remettre en question le confort d'une relation prend de l'énergie. Et cette question crée une friction productive. Elles ne sont pas agressives, elles ne sont pas une accusation, ce sont les questions que n'importe quel client bien informé a le droit, et aujourd'hui en Suisse, dans certains cas, le droit légal de poser. Prenez alors un stylo, notez les questions et posez-les dans votre prochaine réunion. Alors la première question est: quel est mon coût total sur les 12 derniers mois exprimé en pourcentage de mes actifs? C'est la question fondamentale et c'est elle que la plupart de clients ne posent jamais parce qu'ils ont l'impression de la connaître déjà. Ils connaissent leurs frais de mandat, mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ce chiffre représente qu'une partie de ce qu'ils payent réellement. Il faut additionner les frais de gestion de mandat, bien sûr, les frais de garde et de dépôt, les frais de transaction, les coûts de change et les frais intégrés dans le produit de placement. Par exemple, les TER de fonds et les marges sur les produits structurés. Le total réel est souvent significativement supérieur au taux de mandat affiché. Pour un portefeuille de 10 millions de francs géré en banque privée traditionnelle, la fourchette normale va de 1,5% à 2,7% selon bien sûr les banques et les portefeuilles. Mais si votre gérant ne peut pas vous donner un chiffre assez rapidement, c'est déjà une information précieuse. La réponse honnête doit être un chiffre précis, décomposé par catégorie, exprimé en pourcentage de vos actifs moyens sur l'année. Mais une réponse plus défensive ressemble plus à juste une référence aux frais de mandat seul, accompagnée d'une explication sur la valeur ajoutée de la relation, sans chiffre vraiment consolidé. La deuxième question maintenant, c'est comment ma performance se compare avec le benchmark de la banque après la déduction de tous les frais. Et c'est la question qui change tout, parce que votre gérant vous présente probablement des performances. Il vous montre que votre portefeuille a progressé. Mais ce qu'il ne va pas toujours mettre en avant, c'est la comparaison rigoureuse avec un indice de référence approprié. Après aussi, la déduction de l'intégralité des frais. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce qu'en période de marché favorable, presque tout le monde performe bien. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que votre portefeuille performe mieux qu'un portefeuille indiciel passif avec le même profil de risque, une fois que vous avez payé tous les frais aussi. Et la recherche académique est claire sur ce point depuis des décennies, parce que la majorité de gérants actifs ne battent pas leur benchmark sur des périodes longues, après frais. Ce n'est pas une critique des gérants privés en particulier, c'est juste une réalité structurelle des marchés financiers. Mais c'est aussi une réalité que votre relation bancaire a peu d'intérêt à vous mettre en avant. Une réponse honnête ici de votre conseiller serait une comparaison explicite avec un indice de référence approprié à votre allocation sur 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, net de tous les frais. Après, une réponse plus défensive serait des chiffres de performance brute sans benchmark clair ou un benchmark intentionnellement conservateur qui rend la comparaison favorable. Ensuite, la troisième question, c'est est-ce que vous recevez des rétrocessions sur les produits présents dans mon portefeuille? Et si oui, combien?
C'est la question que les clients posent le moins souvent et c'est potentiellement la plus importante financièrement. Une rétrocession, c'est une commission qu'une banque ou un gérant perçoit d'un fonds de gestion tiers, d'un émetteur de produits structurés ou d'un distributeur de produits financiers, en échange du placement de ces produits dans votre portefeuille. En Suisse, la situation juridique est aujourd'hui très claire. Depuis le 1er janvier de 2025, les prestataires de services financiers ont l'obligation de vous dire les rétrocessions qu'ils perçoivent sur votre portefeuille, gratuitement, mais sur simple demande. Et ces informations doivent figurer de façon visible, c'est-à-dire mises en évidence, pas cachées dans les petits caractères en bas, dans vos contrats et les relevés aussi. Avant 2025, certains établissements incluaient des clauses de rénonciation aux rétrocessions dans leurs contrats standardisés. Ces clauses existent parfois encore. Et si vous avez signé une rénonciation que vous ne rappelez pas avoir lue, vous avez le droit de savoir ce à quoi vous avez renoncé. La réponse honnête à cette question, c'est une confirmation claire sur l'existence ou l'absence des rétrocessions, avec des montants ou des fourchettes si elles existent. Une réponse plus défensive serait juste une référence à une clause de rénonciation signée sans détailler les montants concernés. Ensuite, on a la quatrième question qui est: est-ce que votre univers d'investissement est ouvert ou est-ce qu'il est limité aux produits de votre établissement? Et c'est la question de l'architecture ouverte. Quand votre gérant construit votre portefeuille, est-ce qu'il peut librement sélectionner les meilleurs fonds et produits mondiaux sur une base de critères objectifs, donc performance, frais, qualité de gestion, tout ça, indépendamment de leur origine? Ou est-ce que son univers d'investissement est en partie défini par les accords commerciaux, les fonds maison et les partenariats de distribution de son établissement? La réponse à cette question détermine fondamentalement la qualité du conseil que vous recevez. Parce qu'un gérant qui va opérer en architecture fermée, même partiellement, ne peut pas vous garantir que les produits dans votre portefeuille sont les meilleurs disponibles pour votre profil. Il peut juste vous garantir qu'ils sont les meilleurs disponibles dans son univers interne. Et ce n'est pas nécessairement mauvais, parce que certains établissements ont des gammes de produits maison de très bonne qualité. Mais vous devez le savoir quand même. Et vous devez pouvoir évaluer ce que vous pourriez avoir accès si les contraintes d'univers n'existaient pas. Donc une réponse honnête de votre conseiller, c'est une description claire de l'univers d'investissement avec une identification explicite des produits maison présents dans votre portefeuille et les raisons de leur sélection dans votre portefeuille. Mais une réponse plus défensive, c'est une valorisation de l'expertise interne et des équipes de recherche propriétaires qui sont les meilleures partout dans le monde, sans réponse directement à la question de la liberté de sélection. Ensuite, notre cinquième question, c'est: qui êtes-vous exactement et quelle est votre responsabilité légale envers moi? Cette question est moins intuitive, mais elle est quand même fondamentale parce qu'il y a une grande différence juridique très significative entre un gérant de fortune indépendant agréé FINMA, un conseiller bancaire salarié et un courtier rémunéré à la transaction. Et cette différence détermine directement le niveau d'obligation fiduciaire, c'est-à-dire l'obligation légale d'agir dans votre intérêt qui s'applique à la personne qui gère votre argent. Parce qu'un gérant indépendant agréé sous la FINMA a des obligations strictes de loyauté envers vous. Un conseiller bancaire salarié a des obligations envers plutôt son employeur, qui peuvent alors créer des conflits d'intérêts parfois. Et un intermédiaire rémunéré à la commission a ses incitations structurelles à vous recommander des produits qui génèrent des commissions plus élevées. Donc, il a ses propres intérêts. Et depuis 2020, la loi suisse sur les services financiers a renforcé les obligations d'information sur la nature exacte du service fourni et les conflits d'intérêts potentiels. Donc, votre interlocuteur doit pouvoir vous expliquer clairement quel type de service il vous fournit et dans quel cadre réglementaire. Une réponse honnête alors à cette question, c'est une description claire du statut réglementaire, de la structure des rémunérations et des obligations légales envers vous. Une réponse plus défensive, c'est un discours sur la relation de confiance et l'accompagnement personnalisé sans précision sur les obligations légales concrètes. Question 6. Si vous deviez gérer votre propre argent avec les mêmes contraintes que les miennes, feriez-vous les mêmes choix? C'est la question la plus simple et souvent la plus révélatrice parce que ce n'est pas un piège, elle n'est pas agressive, c'est juste une invitation à sortir du registre professionnel et à parler avec vous d'égal à égal.
Un gérant de fortune qui croit vraiment dans la stratégie qu'il a construite pour vous doit pouvoir vous répondre oui avec des nuances honnêtes sur ce qui serait différent selon sa propre situation personnelle. Un gérant qui va beaucoup hésiter, qui va faire des formulations générales sur juste le profil de risque, vous dit quelque chose d'important sur le niveau de conviction qui sous-entend votre portefeuille. Et cette question crée aussi une dynamique différente dans la conversation avec votre conseiller. Elle établit que vous êtes quelqu'un qui pense à long terme, qui veut une relation authentique et qui est capable d'évaluer la qualité du conseil de façon non conventionnelle. Parce qu'une réponse honnête ici, c'est une vraie réponse avec ce qui serait identique et ce qui serait différent pour lui et pourquoi. Mais une réponse beaucoup plus défensive serait un retour immédiat au process formel de profilage et de conformité sans engagement personnel ou de vraie histoire personnelle que le conseiller peut raconter à quelqu'un de confiance. Et la 7e question qui va peut-être vous surprendre, c'est qu'est-ce que vous ne me dites pas? Elle vaut plus que les 6 autres questions réunies. Pas parce qu'elle va nécessairement vous relever quelque chose de choquant, mais parce qu'elle teste quelque chose qu'aucun questionnaire de conformité peut mesurer. Et c'est l'honnêteté spontanée de votre conseiller. Parce qu'un gérant de fortune exceptionnel, et ils existent, je les ai vus, il va pouvoir utiliser cette question pour vous parler de ce qui l'inquiète dans votre portefeuille, de ce qui est sous-optimal mais difficile à changer, d'une contrainte réglementaire ou institutionnelle qui limite ses choix ou d'une hypothèse dans votre stratégie qui mérite d'être réévaluée. Un gérant plus ordinaire va juste vouloir vous rassurer. Il va vous dire que la situation est bien gérée, que tout est transparent et que s'il y avait quelque chose d'important à vous dire, il vous l'aurait déjà dit. La réponse à cette question ne va pas vous donner nécessairement des informations concrètes, mais elle va pouvoir vous donner une image très précise sur le type de relation que vous avez avec votre conseiller. Mais poser ces questions n'est pas une fin en soi. C'est le début d'un processus. Si votre gérant répond bien, de façon précise, directe, sans essayer d'esquiver, vous avez une confirmation que vous êtes dans une bonne relation. Et vous l'avez mérité en lui posant la question. Mais si les réponses sont évasives, incomplètes ou si certaines questions génèrent une gêne visible, vous avez une information qui vaut beaucoup plus que n'importe quel rendement trimestriel. Mais dans tous les cas, vous avez changé la nature de la relation. Vous n'êtes plus juste un client passif qui ferme les yeux, aveugle à ce qui se passe. Vous êtes maintenant un interlocuteur informé. Et les clients informés obtiennent systématiquement de meilleures conditions, un meilleur service et une meilleure performance long terme après frais. Et c'est cette question que je vous ai partagée, ne nécessite aucun diplôme en finance. Vous n'avez pas besoin de maîtriser les marchés ou la réglementation dans le détail pour les poser. Elle nécessite simplement d'arriver à votre prochain rendez-vous avec une feuille de papier et la volonté de poser des questions auxquelles vous avez le droit de recevoir des réponses claires. Et vous pouvez même leur dire que vous avez vu ces 7 questions dans cette vidéo et ça peut vous protéger de sembler quelqu'un d'agressif. Mais le secret le mieux gardé de la gestion de fortune privée, ce n'est pas un produit structuré exotique ou une juridiction fiscale obscure cachée quelque part. Le secret, c'est que la grande majorité des clients ne posent jamais ces questions et que les institutions ont construit leur modèle économique sur cette confiance, sur cette certitude. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cette majorité de gens qui sont des clients aveugles. Je veux vraiment que vous passez dans le cadre de quelqu'un informé, un client qui va vraiment bénéficier de leur relation avec leur banque. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a donné quelque chose de concret à faire dès cette semaine, abonnez-vous à la chaîne. C'est la promesse de cette chaîne, c'est ma promesse, des analyses actionnables fondées sur l'expérience réelle du secteur, sans jargon inutile, sans conflit d'intérêts. Je ne suis pas là pour gérer votre argent. Je mets très régulièrement ce type de contenu, des outils que vous pouvez utiliser directement dans votre vie financière, dans votre relation bancaire. Et dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces 7 questions vous semble la plus difficile à poser à votre gérant et laquelle avez-vous l'intention de poser en premier? Je lis tous les commentaires. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires ou des questions plus précises. Vous pouvez aussi m'envoyer un email. Je mets toujours mon email dans la description de mes vidéos. Et voilà, si vous avez déjà posé l'une de ces questions
et que vous voulez partager ce qui s'est passé, si c'était utile, je serais aussi très curieux de voir et de lire dans les commentaires. Sinon, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo financière.